Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 184. Et dans cette chronique, je vais appeler à une certaine petite réflexion concernant le concept de civilisation et ma foi, on peut constater les ambiguïtés au sens, je dirais, de l'utilisation du concept de nation et de peuple. Je dirais même que l'usage des concepts de culture et de civilisation comporte tout autant d'ambiguïté, puisqu'on lui fait dire un peu tout et n'importe quoi, sitôt que finalement, au fond, perdent leur référence au peuple ou à la nation, qui finalement, au fond, sont les forgerons de cette civilisation. Par exemple, une culture française, anglaise, italienne, arabe, japonaise, etc., et la liste serait longue et fastidieuse, et elle nécessite bien entendu un tronc commun, ce que je pourrais définir comme une langue qui lui serve de support, sauf que, je dirais pour une culture savante, utilisant une langue morte, comme le latin dans la culture européenne du Moyen Âge bien entendu, ou parfois des notions de grec, les cultures vivantes sont donc nationales. Et je dirais même qu'il en est même, pour les civilisations, plus large que celui de culture, le concept de civilisation, soyons honnêtes, comprend toujours à la base une culture. Quand je parle de culture, je parle bien entendu de littérature, de poésie, de musique, de philosophie, mais inclut aussi les grandes institutions politiques, juridiques et sociales dans lesquelles, je dirais, cette culture évolue. Alors, on peut donc ainsi parler d'une civilisation française ou italienne, japonaise, anglaise ou chinoise, dans une moindre mesure. La difficulté, je dirais, que dans l'utilisation de ces deux concepts que je viens d'énoncer, intimement, je dirais, liés au rayonnement que peuvent avoir une civilisation et la culture qui lui sert d'éléments, je dirais, de point d'appui, de ce qu'on pourrait définir comme éléments de base. C'est ainsi que, pour ce qui nous regarde, que la France révolutionnaire et napoléonienne exporta, je dirais, ses institutions à toute l'Europe. Sa culture était déjà répandue dans l'élite de l'Europe des Lumières lors des conquêtes coloniales. Bon. La langue et la culture française connurent, n'ayons pas peur de le dire, une expansion hors Europe. Alors, la culture anglaise, souvent qualifiée d'anglo-saxonne, connut une expansion par la conquête des Amériques, puis celle du continent indien. Il fut de même, je dirais, de la culture espagnole ou portugaise, dans la mesure où ce fut des empires. Aujourd'hui, à la faveur de la puissance des États-Unis, l'anglais et la culture anglo-saxonne sont partagés par les élites du monde entier ou les élites mondialisées, au détriment, bien entendu, je dirais, des autres cultures. Alors, que les choses soient claires là-dessus aussi, je voudrais bien être précis, parce que l'ambiguïté se cache malheureusement à tous les recoins de l'analyse, mais il ne faut pas confondre cependant cette culture devenue mondialement dominante, appuyée par l'hyperpuissance américaine, avec le concept plus universel de civilisation, utilisé peu à peu, je dirais, ou je dirais dans toutes les cultures, pour désigner à une période historique donnée un état général des connaissances, des techniques, des progrès matériels, bref, de la diffusion des arts, de l'évolution, de la morale, de l'éthique et de la philosophie. Bon. Une fois ce décor planté, même si on peut considérer que les grands États nationaux européens du XIXe siècle ont eu tendance à voir chacun, je dirais, dans sa propre culture, le stade le plus élevé de la civilisation, on ne saurait confondre les deux acceptations du terme, celle qui s'applique bien entendu à une culture nationale avec ses institutions sociales, politiques et scientifiques, et celle, ma foi, plus large que je viens d'énoncer. Or, aujourd'hui, cette confusion est précisément au cœur du narcissisme
de l'Occident et également de l'Orient, qui, à travers sa religion, en fait une culture. Bon. Et qui, bien entendu, identifiant le sentiment identitaire, aussi bien occidental comme moyen-oriental, et l'appartenance à une certaine forme de civilisation, je dirais une civilisation à défaut de l'autre. Et tant que perdurera cette confusion qui s'alimente à l'usage immodéré, je dirais, voire même interchangeable, de notions pourtant fort distinctes, qui, à mon sens, est un peuple, une nation, une race, une culture, une religion, une civilisation, l'idéologie perverse de la guerre des civilisations par laquelle s'ouvre le XXIe siècle continuera d'apparaître crédible dans les décors de la nouvelle géopolitique mondiale dominée par l'hyperpuissance américaine. Bon. À mon sens, cette idéologie, je dirais, est fort simpliste. Bon. Et surtout, excusez-moi du terme, assez perverse. Car, n'ayons pas peur de le dire, elle induit une représentation aussi fausse que réductrice de la réalité. Certes, les cultures conquérantes se déploient dans l'ordre international à la faveur d'événements politiques majeurs, traduisant des phénomènes de puissance, mais une fois sorties de leur base territoriale et nationale, elles connaissent des transformations qui dépendent du degré de réception de ces cultures par les civilisations des autres nations. Souvent, je dirais même, l'usage fait d'une culture par une autre donne lieu, je dirais, à des métissages spécifiques, y compris au niveau purement linguistique. Et nous en avons effectivement une multitude d'exemples. La langue française parlée ou écrite au Liban, par exemple, et la consommation des produits de culture française dans ce pays ne seront pas les mêmes que celles de l'Algérie, du Canada ou même de la Belgique. On le voit bien quand il est question d'utiliser du français canadien, du français belge ou même du français dans des pays de la francophonie. Alors, c'est pourquoi parler de guerre des civilisations, donc de guerre des cultures, n'a aucun sens dès lors que, comme c'est le cas aujourd'hui, cette notion prétend essentialiser, je dirais, des relations interculturelles sur une durée assez longue. À la rigueur, bon, elle peut servir à désigner des manifestations de puissance politique limitées dans le temps et dans l'espace, comme les invasions, par exemple, armées. Alors, l'utilisation extensive de cette notion dans le discours ambiant ou actuel est donc hautement politique. Elle sert à légitimer des déploiements militaires et des mesures politiques qui les accompagnent. Elle justifie les guerres préventives, bannies par le droit international, bien entendu. De plus, pardon, l'idéologie de guerre, de civilisation, présente l'avantage d'une connotation émotionnelle forte. Elle agit effectivement non pas sur le concept et fait appel non pas au concept de la raison, mais bel et bien au concept de l'affectif. Alors, depuis, je dirais, les ravages des deux guerres mondiales, les guerres déclenchées par les intérêts nationaux ayant perdu leur légitimité, je dirais que la défense de la civilisation et des valeurs est devenue, je dirais, de toutes parts, un substitut bien commode. Elle passe pour un devoir d'autodéfense justifiant la guerre préventive, je dirais, comment on pourrait expliquer ça, le martèlement, oui, c'est ça, oui, le martèlement, euh, n'ayons pas peur de le dire, effectivement, sorte de martèlement médiatique et politique. Ces concepts que pourrait qualifier de nébuleux, ou de nébuleux de civilisation et de valeurs occidentales, une sorte d'atrophie, et qui ainsi a permis d'établir dans les opinions des nations autrefois fortement constituées de l'Europe et des États-Unis une puissante charge émotionnelle. Malheureusement, les civilisations ne reposent plus aujourd'hui sur des concepts liés à des pères fondateurs, mais bel et bien sur des concepts d'intérêt, de groupement d'individus, et non pas des civilisations apportant une valeur ajoutée dans la réflexion, dans le dynamisme comportemental. Et celle-ci, bien entendu, est venue combler le vide laissé par la double déroute des idéologies nationales et patriotiques
à la mode du 19e siècle. Et des idéologies, malheureusement, je le reconnais, idéologies marxistes au fondement de la lutte des classes dans des pays centraux et des solidarités, je dirais, mythiques, transnationales entre les révolutions de diverses parties du monde, que sont été effectivement la Russie, la Chine, les Balkans, le monde arabe, l'Amérique latine et le sous-continent indien, pour ne pas l'oublier. Alors, au cœur de l'idéologie militante civilisationnelle, on trouve bien la religion aujourd'hui, le dernier concept à utiliser, la dernière cartouche, excusez-moi l'expression. Alors, on trouve effectivement des valeurs judéo-chrétiennes en Occident, l'islam principalement en Orient, et pourtant, de Hegel à Rousseau, de Nietzsche à Heidegger, la culture moderne qui a forgé le concept de civilisation au sens que nous avons défini, je dirais dans grande part, c'était plutôt bâti sur les décombres de la religion, du moins de la civilisation profondément religieuse qui avait caractérisé l'Europe jusqu'à la Renaissance. Alors, le recours actuel aux religieux sert donc surtout, je dirais d'une manière définitive, à légitimer des entreprises banalement politiques ou économiques et à mobiliser les opinions en augmentant la charge émotionnelle du concept de civilisation. L'apparition et la mise en circulation contemporaine du concept de valeur judéo-chrétienne relève ainsi d'une sorte de coup d'État, je dirais, culturel. Et ce nouveau concept à la mode s'est brutalement substitué à la croyance dans les racines gréco-romaines de l'Occident, je dirais, qui prévalait depuis la Renaissance. Pareil, dans le monde arabe, l'islam est devenu également un substrat, un substitut à la civilisation. Alors certes, nul ne peut ignorer le rôle que jouent néanmoins les religions dans la formation des cultures et donc des civilisations, mais la religion n'est aujourd'hui qu'un élément, je dirais qu'un outil parmi bien d'autres d'une civilisation. Le temps est passé des civilisations centrées sur la religion et ses rituels, comme ce fut le cas dans l'Europe chrétienne au Moyen Âge ou dans l'islam méditerranéen, triomphant au IXe siècle et au XIe siècle. Alors le progrès technique, je dirais même cette réforme de la raison entreprise, et sans oublier effectivement aujourd'hui cette forme d'aliénation de la consommation de masse, le souci de la croissance économique ou de la préservation de l'environnement sont devenus des préoccupations majeures de l'humanité. Et je dirais même qu'aucune civilisation n'est plus fondée sur un système de valeurs exclusivement religieux. Le fait que, par exemple, dans le judaïsme ou dans l'islam, perdurent des communautés pratiquant de façon très stricte des rituels religieux ancestraux, n'implique en rien la généralisation de ces phénomènes à l'ensemble des aires culturelles concernées, ni, je dirais, il faut être honnête, a fortiori, à mener, je dirais, l'ensemble, je dirais, de l'humanité entière. Alors on trouve dans le continent indien et en Extrême-Orient des situations similaires, par des spiritualités vivantes, à l'échelle individuelle bien entendu, ou collective, les bronzes, les bouddhistes, je dirais, les yogis, les sages, et de même certains peuples comme les Tibétains restent particulièrement attachés à la pratique religieuse. Mais ces phénomènes n'impliquent pas que l'homme du XXIe siècle soit retombé dans le religieux, ou que nos sociétés soient saisies par un retour d'une certaine forme bigot de la conception du monde, ou une crainte finalement au fond de l'inconnu, et qui organiserait partout à nouveau la morale de l'histoire. En revanche, il faut rester vigilant. Souvent, malheureusement, l'utilisation, je dirais, à tous azimuts du fait religieux a tendance effectivement à faire une lecture ou une relecture aseptisée de certains concepts de nos pères fondateurs qui, à juste titre, avaient mis en place un modèle de réflexion par rapport aux abus de la religion. Voilà, c'était une petite réflexion sur la civilisation, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.